Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, je me trouve à Alcobaça pour visiter le monastère que vous voyez en face, un des monastères les plus importants de la région centre du Portugal. Allons faire cette petite visite. À tout de suite. Allons-y. Visitons ce beau monastère. Je dis déjà beau parce que je sens que ça va être extraordinaire. Je vous amène aujourd'hui avec moi pour déjà pratiquer votre compréhension du français, mais aussi avoir l'opportunité de voir quelque chose que vous ne verrez pas tous les jours. Qui sait, vous aurez envie un jour de venir dans la région centre du Portugal, vous saurez qu'il y aura cette belle visite à faire. Donc le monastère d'Alcobaça est l'une des maisons médiévales cisterciennes parmi les plus importantes. Ce fut le premier monument intégralement gothique du pays, ainsi que le second panthéon de la monarchie portugaise. La communauté fut fondée en 1153, après qu'Afonso Henriques, premier roi portugais, l'eut offert à Saint Bernard de Claraval. Mais les travaux de construction de l'actuel édifice à la jonction des cours d'eau Alcoa et Bassa ne commencèrent qu'en 1178. En 1223, les religieux occupèrent les installations. Ils suivaient un programme qui respectait aussi bien la prière que le travail manuel. Le lieu choisi, jouissant d'un potentiel agricole élevé, répondait parfaitement à la politique cistercienne de développement agraire. Un brief a été construit, ce qui rendit possible la captation d'eau potable. Ce système hydraulique est impressionnant si l'on tient compte des solutions techniques adoptées. Tout le territoire environnant fut comblé de granges, de vignes, de vergers, et les terrains marécageux furent convertis en terrains fertiles grâce au défrichage. Dans la galerie du cloître du Silence, côté levant et nord, existent encore des espaces qui datent du XIIIe siècle, tels que la salle du chapitre, le dortoir, la salle des moines et le réfectoire. Le plan architectural, affilié dans la baie de Claraval, est caractérisé par l'austérité et la simplicité esthétique invoquées par Saint Bernard, diverge du modèle cistérien le plus commun. Le cloître est situé au nord de l'église grâce aux avantages offerts par l'approvisionnement d'eau. En 1308, grâce au parrainage du roi d'Inis, un cloître plus vaste a été édifié, le plus grand construit au Portugal pendant la première dynastie. La façade qu'on voit à l'entrée, la façade principale de l'église, je la montrerai de nouveau à la fin, conserve le portail gothique entouré par les statues de Saint Benoît et de Saint Bernard. Les vertus cardinales y sont superposées, la force, la prudence, la justice et la tempérance. Dans la niche axiale du couronnement se trouve l'image de Notre-Dame de Assomption. L'aspect monumental et classisant de la façade provient de la rénovation baroque achevée en 1725. Commençons la visite par le réfectoire. On va voir ce que ceci nous offre. On voit bien le pupitre. Je vais laisser la caméra de grand angle, je me rapprocherai. Donc, pardonnez-moi si
le son n'est pas extraordinaire ou les images, je filme avec mon téléphone, qui est un Samsung Z Flip 3, que je trouve particulièrement excellent. Très pratique pour ce côté pliable. Et il permet justement cette vue, voilà, cette vue du directeur qui permet de filmer à la fois mon visage avec la caméra frontale et à la fois l'arrière avec la caméra dorsale. Donc, j'espère que ça vous plaira. Continuons. Voilà, ici, nous donnons entrée à la cuisine avec les faïences dont je vous parlais en introduction. Donc, la cuisine actuelle correspondait à la salle de chauffage. Il s'agit d'un espace à la verticalité accentuée, marqué par une grande cheminée baroque recouverte d'azulèche. Il convient de remarquer le bassin, alimenté souterrainement par le bief, ce qui atteste de la complexité du système hydraulique monastique. La cuisine médiévale était située près du cloître du roi Alphonse V. Vous voyez, dont on parle justement au système hydraulique. Là, on parle d'une hauteur, je dirais bien d'une 30aine de mètres. Impressionnant. Les lavabos. Quand vous pensez nombre d'années qu'a cette cuisine, c'est hallucinant. Et aujourd'hui, on achète un meuble ou une télé qui tient 2 ans ou 5 ans, et là on a une table qui a 900 ans. Quand même impressionnant tout ça. Ici on rentre à la salle des monges, à la salle des moines. Voilà, donc la salle des moines. Cette salle hébergeait certainement le noviciat, son sol dénivelé prouve que cette pièce est située près du cours d'eau d'Alcoa, ce qui a fait légèrement baisser le niveau de la construction. Il s'agit d'une pièce qui ressemble au dortoir puisque l'ornementation est semblable, bien que les colonnes soient légèrement plus hautes. C'est quand même spectaculaire. Si vous aimez la visite, si vous en voulez d'autres comme celle-ci, n'hésitez pas à commenter, à laisser votre like, à me dire si en effet ça vaut la peine de continuer à faire des vlogs pour vous montrer des choses comme celle-ci, des monuments, des endroits, des lieux. Voilà. J'attends vos réponses. La salle du silence, c'est la salle où je n'ai pas... Ah oui, le cloître du silence. Non, ça c'est autre chose. Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais de ce que je sais, c'est où les moines avaient justement l'autorisation de parler, le parlatoire d'ailleurs, l'autorisation pour parler, et c'est là où étaient distribuées justement les différentes tâches journalières. Elles avaient un accès, la salle avait un accès direct sur l'extérieur pour justement cette distribution de tâches. Comme c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors là, on a une autre salle. C'est la salle des moines, justement, où les sépultures des moines, appelée la salle du chapitre. Dans cette salle, les moines
résoudait les questions les plus importantes de la vie de la communauté et de l'administration d'Alcobaça. Quotidiennement, ils se réunissaient ici pour écouter la lecture d'un des chapitres de leurs règles, si on veut bien, à suivre, et où ils votaient et entendaient les confessions des différents moines. La salle du chapitre de 1180 a déterminé justement que les abbades seraient sépultés ici. Donc, vous voyez, j'ai traduit directement du portugais pour pouvoir donner plus d'informations. Alors, je suis monté au premier étage, c'est le dortoir. Je dois dire qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. C'est deux salles vides, simplement pour montrer où les moines dormaient. Alors avec un accès direct à l'église, ça c'est intéressant de fait, mais voilà, je préfère vous montrer ici l'église. Encontré, obrigado. Regardez-moi cette beauté, on ira là-bas à la fin. Alors ici, la tombe de Inês de Castro, une histoire extraordinaire comme vous l'avez vu, l'histoire tragique des amoureux. Donc en 1355, Inês de Castro a été exécutée sous les ordres du roi Afonso IV. Les bases du tombeau montrent les bustes des trois assassins, alors que la façade représente le jour du jugement dernier. Dans leur demeure céleste, Pedro et Inès, ensemble, assistent à la séparation des âmes. Sur le tombeau du roi Pedro, qu'on verra tout de suite après, décédé en 1367, s'achève l'histoire tragique du couple. La façade illustre la roue de la vie, depuis la passion du roi pour Inès jusqu'à la mort du monarque. Au XIVe siècle encore, le panthéon dynastique a été fermé après que les tombeaux du roi Pedro et d'Inès de Castro y aient été déposés. Il s'agit de deux impressionnants monuments mémoire de l'amour tragique qui a uni ce couple. Le roi Manuel a été le promoteur de la construction de la librairie et de la sacristie nouvelle, ainsi que du second étage du cloître du Silence. La salle des rois actuelle, église-salon à 3 nefs, dont les voûtes ont la même hauteur, a inauguré la rénovation du monastère pendant la seconde moitié du XVIe siècle. Les deux ailes situées sur les côtés de la façade de l'église sont plus monumentales encore. Projetées en 1651-53, elles incluaient, au-delà des logis du côté sud, la nouvelle conciergerie du palais abbatial, la salle des conclusions et d'autres pièces situées autour des cloîtres de la prison, conciergerie, et du roi Afonso VI, accueil. À la même époque, un autre plan de grande échelle dans le secteur nord-est était mis en pratique. Conçu pendant le gouvernement du cardinal Henrique, il n'a été matérialisé qu'à la fin du XVIe siècle, ce qui permet de déceler l'influence artistique du règne des Philippes. Plus à l'est, le cinquième cloître a été construit, celui du Rechadoiro, et abritait les ateliers, les archives et la bibliothèque. La chapelle reliquaire a été construite entre 1669 et 1672, et peu après, le groupe sculptural allusif à la mort de Saint Bernard a été exécuté par d'anonymes artisans céramistes d'Alcobaça. Plus tard, sont venus se joindre à ce groupe les statues des rois du Portugal, salle des rois. Pendant la première moitié du XVIIIe siècle a été édifiée la chapelle de Desterro, de l'exil, qui réunit architecture, peinture, azulejos et taille dorée que caractérise le style baroque.
À cette époque-là, la couverture de la façade de l'église fut un autre ouvrage qui a causé un énorme impact en accentuant les potentialités scénographiques de l'esthétique du baroque. À l'intérieur, notons aussi l'ensemble d'azulejo de la salle des rois, la cuisine et la reconstruction de la sacristie nouvelle, puisque l'ancienne a été détruite par le tremblement de terre de 1755. La maison des tombeaux, environ de 1770, annexée au transept, fut l'une des ultimes œuvres d'enrichissement du monastère. Le monastère a été pillé et partiellement incendié par les armées napoléennes en 1811 et définitivement fermé en 1834, suite à l'extinction des ordres religieux. Ce n'est que récemment que cet ensemble a acquis de nouveau son homogénéité fonctionnelle. Il s'agit d'un espace érudit et austère qui est en réalité une église-salon caractéristique d'un courant érudit de la seconde moitié du XVIe siècle. Pendant l'époque baroque, les statues des rois du Portugal y ont été placées. Il y manque les 3 Philippe. Les murs sont couverts de panneaux d'azulejo rococo sur lesquels nous pouvons observer la fondation légendaire du monastère à partir de la chronique de Cister. Quelle beauté! Voilà, nous rapprochons ici de la sortie où il y a la boutique pour acheter des souvenirs, bien évidemment, et puis aussi la salle des conclusions qui n'a rien d'exceptionnel. Donc je vous laisse avec cette belle image du jardin de Don Dinis. Et j'espère que cette visite vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, votre pouce bleu si vous avez aimé. Et effectivement, dites-moi si ce genre de visite culturelle vous plaît ou pas.